Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alexandre du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et pour cet épisode je suis en compagnie de Julien et d'Antoine de la brasserie Penrose, et on va aborder le sujet notamment de la bière sans alcool et de tout ce qui est Beyond Beers. Julien, Antoine, bonjour. Salut, bonjour. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Alors, du coup, Antoine, fondateur de la brasserie Penrose et brasseur de la brasserie. Et Julien, donc un des associés de l'équipe, nous sommes 4, et voilà, plus particulièrement en charge du développement du sujet du sans-alcool. Très bien. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un peu plus dans votre parcours, ce qui vous a amené à la bière et notamment après à créer Penrose Alors du coup, Penrose, alors petite particularité pour présenter un petit peu Penrose aussi et pour expliquer la suite. Penrose, c'est une brasserie, mais c'est aussi une champignonnière. L'idée, c'est de produire nos champignons sur les drèches, donc les déchets de la brasserie. On a imaginé un projet avec deux amis, donc qui sont également fondateurs, donc David et Guillaume. Et pour réexpliquer, on est amis de longue date tous les trois. David et Guillaume avaient pour un peu souhait de produire du champignon en milieu plutôt urbain. Et donc ils se sont formés dans un centre de formation à Bruxelles sur la culture du champignon. Centre de formation dans lequel il se trouve que les champignons étaient en partie poussés sur des substrats de culture issus de drèches de brasserie des environs de Bruxelles. Et quand ils sont revenus de cette formation, moi j'étais en Île-de-France, j'étais un peu en souhait de changer d'activité et avec un petit projet de brasserie, mais sans oser trop me lancer, parce que faut y aller quoi. Et du coup, quand ils sont revenus de cette formation, ils me parlaient un peu du fait que ça poussait les champignons poussaient sur drèche, et en fait tous les trois on s'est dit mais il y a quand même un truc à faire quoi, c'est dommage de pas oser chacun se lancer. Donc on a démarré l'idée, au moins de la réflexion sur l'idée de regrouper les activités, et donc on a été jusqu'à dessiner ce projet, donc brasserie champignonnière, et on espère plus tard une houblonnière. L'idée, c'est de vraiment, sur chacune des étapes de notre projet, faire véhiculer le déchet de l'activité vers l'activité suivante. Donc l'idée, c'est d'avoir la brasserie qui génère les drèches, qui permettent de faire pousser les champignons. Une fois que les champignons ont poussé sur drèche, c'est de composter ou de revaloriser le déchet de la champignonnière en substrat, pas en substrat, pardon, mais en compost qu'on viendra mettre sur une houblonnière, et le houblon permettant de faire l'aromatisation ou l'amérisation, on verra, de nos bières. Donc voilà comment est né Penrose. Donc on s'est lancé juste après le Covid. On a démarré l'activité en 2021. Et du coup, on a lancé avec un gros retard de livraison sur la brasserie. On a démarré la brasserie en printemps 2022. Donc, du coup, voilà. Donc, ta question, c'était sur les personnes plutôt qui... Ouais, de présenter votre parcours pour comment vous en êtes arrivé dans la bière jusqu'à là, et après la brasserie aussi, évidemment. Donc, j'ai été un peu divagué, mais du coup, David et Guillaume, tous les deux, sont issus d'une formation agrocampus à Angers. Donc, ils ont fait une formation de paysage tous les deux, et ce qui n'a pas grand chose à voir avec la bière. Et moi, pour le coup, rien à voir avec la bière non plus, parce que j'ai fait une formation de graphisme à la base à Angers, et je suis parti travailler en Île-de-France pendant une dizaine d'années, et avec en parallèle de mon activité un petit peu de brassage amateur qui a commencé. Et puis en fait, quand on commence, on a du mal à décrocher, donc soit ça finit en pro, soit ça finit en amateur, je pense tout le temps. Mais donc voilà, donc Penrose a permis de transformer l'essai, on va dire, et de revenir dans le secteur d'Angers pour démarrer sur Angers. Oui, c'est vrai que je l'ai pas évoqué au début, mais on est à Angers. À Angers, ouais. C'est ça. D'ailleurs, il y a eu un déménagement il y a pas longtemps. La brasserie change un peu de dimension. Ouais. C'est ça, on prend le virage aussi de la taproom avec un local plus accueillant qu'avant pour ceux qui ont eu l'occasion de passer quand on était à Beaucouzé, donc juste à côté d'Angers. Et donc là, on est dans Angers, il y aura la possibilité de recevoir le public, on est dans les travaux de la taproom, donc on espère d'ici fin d'année ouvrir la taproom. Et une chouette boutique, et puis surtout, ça sera beaucoup plus agréable de voir un peu les fermenteurs, voir la brasserie, de voir un peu tout ça. Puis surtout, on est dans Angers, donc ça c'est chouette aussi,
on est assez accessible maintenant, plus facilement et visible sur la rue, quoi. Donc voilà. Très bien. Julien, toi, tu expliquais que tu avais rejoint le projet un petit peu dans un second temps et plutôt avec une expertise sur le sans-alcool. Alors, ouais, l'idée, c'est que ça faisait. Alors, moi, j'étais un petit brasseur amateur aussi, hein, dans le garage, on va dire, depuis quelques années. Et puis, en fait, je suis intéressé au sans-alcool il y a de ça 4-5 ans. Au travers de l'émergence un peu notamment des cavistes sans alcool qu'on a vu poindre sur le marché là, depuis ces périodes-là. Et puis aussi, c'est finalement aussi au travers d'une dégustation à l'aveugle où je me suis fait un peu avoir, si je puis dire. Et j'avais un a priori un peu sur ce marché. Je trouvais pas forcément l'offre très intéressante ou qualitative. Et puis voilà, un exercice d'une dégustation à l'improviste m'a fait me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient plutôt chouettes à découvrir sous le côté du sans-alcool. Et du coup, j'ai exploré finalement un peu ce marché-là, les techniques de brassage qu'il pouvait y avoir à titre amateur. Et puis ça a permis finalement de commencer à essayer de bâtir un début de projet autour de ça. Je me rendais compte que l'offre était plutôt industrielle, peu de choses d'un point de vue artisanal. Et puis on a été présenté par des connaissances communes avec l'équipe Penrose. Et on s'est assez rapidement trouvé, je pense, sur des valeurs communes et puis sur l'intérêt à un moment donné qu'on pouvait avoir à unir un peu nos forces, nos idées, nos compétences sur un projet comme celui-ci. Donc voilà, moi ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble et donc que j'ai pu rejoindre le projet. Plus particulièrement pour mettre l'accent sur le sujet sans alcool pour ce qui me concerne, quoi. Voilà. À la base, moi j'ai un parcours qui est professionnel qui est un peu différent. Je viens du monde plutôt du bâtiment, où j'ai exercé sur des métiers, des fonctions plutôt commerciales. Voilà, c'était l'envie, en tout cas, de se tourner vers autre chose sur un marché nouveau, mais je pense porteur en plus. La brasserie, quasiment, je pense dès le début, a proposé, en plus d'une gamme de bières craft assez conventionnelle, donc avec de l'alcool, il y a eu, dès le début, quand même, le kombucha. Ouais. Donc la bière sans alcool est arrivée un peu plus tard. Ouais. J'imagine du coup en même temps que toi, Julien, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, pour l'explication, je l'ai mentionné tout à l'heure rapidement, mais quand on a monté Penrose, c'était encore le trafic de conteneurs maritimes était encore très très compliqué. Du coup, notre livraison a été retardée. Au-delà du fait qu'elle nous a coûté 8 fois plus cher, elle a été retardée plus. Et on avait pour objectif de démarrer tout début 2022. Et en fait, on a commencé au printemps 2022. Le truc, c'est que forcément, on avait commencé les champignons avant la partie boisson. Et on s'est dit, on va pas attendre à se tourner les pouces. Moi, du kombucha, il se trouve qu'en Ile-de-France, j'en faisais première grossesse de ma femme. J'ai commencé à chercher une boisson alternative, pas alcoolisée, parce que pour toutes les femmes enceintes, je pense, partagent le constat que le sans-alcool, type les jus de fruits, c'est bien un verre, mais c'est vite chiant. Et donc, il y a d'autres choses qui pouvaient être à travailler. Et en fait, le kombucha, moi, j'étais dans une asso de brasseurs. J'habitais à Saint-Ouen sur Seine et du coup il y avait une asso de brasseurs dans lequel un des brasseurs avait une souche de kombucha et du coup il m'en a filé, j'ai commencé à tester puis on s'est dit ouais, c'est quand même assez intéressant comme boisson, il y a des choses à faire et du coup en fait pour revenir au lancement de Penrose, la brasserie n'étant pas là, on s'est dit pourquoi pas tester le kombucha, après tout ça n'existe pas sur Angers, on a des relations avec des restaurateurs du fait des champignons, donc on a commencé à faire un premier kombucha qui est la framboise menthe sur un thé vert sencha et on a eu des retours plutôt positifs, alors sur des volumes minuscules mais il y avait un côté ouais ça peut être intéressant, donc on a commencé à développer un peu cette boisson avant la bière finalement. Okay. Et donc on n'a pas cessé d'étendre un peu la gamme depuis dessus et avec en dernier lieu une collab avec Aerofab sur un kombucha, donc j'étais assez content d'aller jusque là, donc plutôt chouette, ouais, le kombucha avant la bière finalement. Ok, ouais. C'est carrément vraiment au lancement de la partie boisson, on va dire. Ouais, c'est ça. Okay. Et très bien, pour développer un peu le sujet du podcast du jour, qui est donc la bière sans alcool et tout ce qui est Beyond Beers, il y a déjà un premier constat, c'est que en 2023, la production de bière globale en Europe a reculé de 5%. Là où la bière sans alcool, elle a fait un bond de 13,5%. Donc on voit qu'il y a vraiment un engouement sur ce type de produit. Alors en effet, faire un bond de 13,5% quand tu as des tout petits volumes, c'est quand même
plus facile. Mais il y a quand même un engouement qu'on peut expliquer par pas mal de choses. Et c'est un engouement qu'on retrouve aussi dans le milieu de la bière artisanale, pas que chez les industriels, même s'ils ont quand même beaucoup communiqué dessus, on va revenir dessus. Donc on va parler de la bière sans alcool, mais aussi de tout ce qui va être Beyond Beers. Comme vous l'avez compris, Beyond Beers, c'est un peu un terme global pour tout ce qui est autres boissons sans alcool qui peuvent graviter un peu autour du milieu des brasseries. Là on a parlé du kombucha, on va le développer un peu, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se cacher là-dessus. On peut aussi pas mal entendre parler du terme NOLO pour no alcool, low alcool. Là-dessus, est-ce que vous avez une définition du NOLO? Qu'est-ce qu'il y a un no alcool? Qu'est-ce qu'il y a un low alcool? En fait, on fait quand on parle du NOLO, on s'attelle à regarder un peu quelle est la réglementation qui nous entoure. Et en France, en fait, la définition notamment d'une bière sans alcool, c'est une bière qui a un niveau alcoolique inférieur à 1,2% de son volume. Ça, c'est sur les grandes lignes. Ouais. En France, on a 1,2 comme palier. Il se trouve que dans les pays voisins européens, c'est plutôt 0,5 d'ailleurs. Et en France, on a cette distinction du 1,2 comme palier à ne pas dépasser, et en vérité 0,5 pour des questions de niveau de TVA aussi. Ouais. Donc en fait, on a aussi tout intérêt à aller chercher en dessous du 0,5. En dessous du 0,5. Alors déjà pour cette question, mais aussi parce que l'objectif, il est très clairement d'être à 0 ou au plus près de 0 sur une boisson dite sans alcool. Ouais, parce qu'il y a encore, j'ai l'impression, quelques années, une dizaine d'années, toutes les marques qui faisaient de la bière sans alcool étaient pas en 0,0 ou très peu. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment cette question qui se posait de combien il y a d'alcool dans ma bière sans alcool. Ouais. Alors que maintenant, il y a vraiment une vraie volonté d'aller chercher le plus bas possible, voire du 0,0. Et il y a de plus en plus de gens qui disent oui, un 1,2, t'es pas du sans alcool. Ouais. Alors que, en effet, comme tu disais, la loi française, elle, pour la loi française, en dessous de 1,2, tu es considéré comme sans alcool sur de la bière. Et par contre, oui, au niveau européen, on est plus à 0,5. On est plus à 0,5, alors on peut supposer qu'à un moment donné, il y a une forme d'harmonisation du cadre législatif européen qui fasse qu'on soit tous amenés à tirer vers le 0,5, et ça s'entend pleinement. Mais comme je disais, il y a la fiscalité qui aussi encourage à aller chercher ce 0,5, puisque une bière entre 0,5 et 1,2 est sans alcool, mais par contre a une TVA à 20%. Exactement. Alors qu'en dessous de 0,5, elle est à 5,5. Elle est à 5,5, exactement. C'est vrai que ça change pas mal de choses sur le... Oui, en termes de positionnement, positionnement tarifaire. Commercial, c'est aussi un vrai sujet. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat aussi avec ou sans alcool quand on est en dessous de 1,2. L'objectif, c'est vraiment d'aller au plus près de 0. Maintenant, c'est les méthodologies qui vont faire qu'on peut y parvenir bien sûr. De manière plus ou moins précise. On va, je pense, en parler plus en détail après. Mais c'est clairement un sujet qui ouvre des débats, alors qui sont hyper intéressants. Bon, on va y revenir après, je pense. Ouais. On évoquait les marchés européens de nos voisins, notamment sur leur vision du sans alcool qui est plus à 0,5 que nous, on est avec une loi qui nous impose le 1,2. En fait, on voit globalement qu'il y a des marchés en Europe qui sont quand même beaucoup plus en avance que nous sur le sans alcool, notamment, sans trop de surprise, le marché allemand, gros consommateur de bière, qui, pour le coup, a beaucoup de grosses brasseries, alors régionales, de marques assez implantées sur une ville ou une région, mais qui sont quand même des grosses brasseries à chaque fois, des gros outils, et qui sont là-bas assez accoutumés du sans-alcool, souvent d'ailleurs sur des bières en 0,0, ils ont passé le cap assez tôt, et aussi on retrouve des offres de panachés, de radler assez développées, chose qu'on retrouve finalement, alors j'allais dire assez peu en France, c'est pas totalement vrai, puisque si le marché du sans-alcool est aussi gros en France, c'est notamment avec des marques comme Tourtel Twist qui font exploser les chiffres, mais qui font exploser les chiffres depuis très peu de temps chez nous, alors que c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps en Allemagne. Et un autre exemple, c'est le marché, par exemple, du Royaume-Uni, qui, pareil, un pays de bière, mais aussi un pays très en avance sur la craft. Et là-bas, on voit carrément des brasseries craft dédiées au sans-alcool qui existent depuis maintenant quelques années. Quelques exemples comme des brasseries comme Big Drop, Brûlot, Mash Gang, Below Brew qui s'appelait avant Low Tide. Là, c'est que des brasseries qui sont exclusivement dédiées à du sans-alcool. Il y a un vrai constat, c'est que sur ces gros marchés allemands ou UK, c'était un peu l'apanage des industriels quand même, ou des grosses brasseries régionales, comme tu le disais, qui sont aussi outillées. Qui sont des industriels. Qui sont des industriels. Et donc, à l'origine, je dirais que ce marché du sans-alcool, il est d'abord monté grâce à ces acteurs industriels, avec des procédés qui sont un peu différents quand même du procédé dit craft qu'on évoquera tout à l'heure. Sure.
Et les Anglais là-dedans, ça a été, je pense, parmi les premiers qui se sont vraiment tournés vers le zéro, mais au travers d'une approche plutôt craft. Et justement, tu évoquais des gens comme Brûlot, comme Mashgang, ont été un peu des acteurs clés, déterminants, et je pense encore parmi des leaders aujourd'hui. Et moi, c'est justement sur l'offre de Brûlot que je me suis à l'époque intéressé et découvert le sujet. Et très clairement, je pense que c'est des marchés UK et Allemagne qui ont quasiment 5 à 10 ans d'avance un peu sur le marché français. Aujourd'hui, on a une croissance qui est à 2 chiffres en France. Et comme tu dis, c'est hyper encourageant, mais on part d'un marché qui est à la base quasi inexistant. Donc forcément, c'est assez facile d'avoir des croissances de cet ordre-là. Mais c'est une vraie tendance de marché et plutôt une tendance en plus qu'on peut constater depuis un petit moment. Et qui fait que je pense demain, en tout cas, le marché français aura une vraie place sur cette question. Yes. On parle des industriels qui sont quand même assez précurseurs, qui ont quand même lancé ce marché-là. Après, les industriels en France ont quand même eu un intérêt, on va dire, à se positionner sur le sans-alcool, puisque en France, on a notre chère loi E20 qui régit et limite énormément tout ce qui est publicité et communication sur l'alcool, sur la cigarette et plein d'autres choses, mais notamment sur l'alcool. Donc il y a pas mal d'industriels qui ont développé leur marque sans alcool aussi pour pouvoir garder un pied dans le sponsoring sportif ou la communication, ce genre de choses. On a vu... je crois que c'est Heineken avec sa Heineken 0.0 qui est sur quasiment tous les grands prix de Formule 1. Aujourd'hui, il y a tous les gros événements sportifs, et je pense les derniers en date, les Jeux Olympiques, où vous aviez une marque industrielle en zéro qui était présent. Évidemment, c'est une manière peut-être pour ces industriels de garder une vraie visibilité sur des événements à portée mondiale. Faut pas qu'on s'en cache, ça sert quoi qu'il en soit le marché du sans-alcool, parce qu'à un moment donné... certes, ils communiquent sur leur marque, mais en même temps, ils communiquent sur le zéro. Ça attire de la clientèle là-dessus. Oui, ça crée un intérêt pour le consommateur. Ça sert les deux marchés et ça nous aide aussi, nous, petits acteurs locaux, à nous développer sur ces sujets, puisque je dirais que la clientèle et les consommateurs ils s'y intéressent davantage. Mais c'est clairement, on le voit en tout cas, une visibilité qui est maintenant systématique dans des gros événements, qu'elles soient notamment sportifs ou événementiels en tout genre, quoi. Et ça, toutes les marques, grandes marques industrielles, ont compris un peu le sujet et sont aujourd'hui présentes là-dessus, quoi. Bien sûr. Sur le marché du sans-alcool, comme tu dis, maintenant la brasserie craft se développe de plus en plus. Par contre, les brasseries craft n'ont pas vraiment les mêmes armes pour se battre, les mêmes moyens que les brasseries industrielles, parce que mine de rien, faire une bière sans alcool, c'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs méthodes de fabrication qui existent, certaines plus respectueuses du produit, d'autres plus onéreuses, plus efficaces. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les différentes, on va dire, manières de produire une bière sans alcool ? Enfin, il y a principalement 3 méthodologies qui sont employées dans ce marché-là entre les artisanaux et comme nous et les industriels. La première, c'est le principe de la distillation par évaporation sous vide, c'est-à-dire qu'on va chauffer la bière à un niveau de température qui va être de l'ordre de 30-35 degrés, voilà, pas trop haut. L'idée, c'est de pouvoir permettre à l'alcool de s'évaporer. Oui, parce que l'alcool s'évapore à plus basse température que l'eau. Sous vide. Oui. Sous vide, oui. Selon la pression, c'est ça. En fonction de la pression. Donc en se mettant donc sous vide ou avec une pression très réduite, à une température assez faible, on arrive à faire évaporer l'alcool et à l'extraire de la bière, tout en gardant... sans trop extraire le côté aromatique aussi que la bière de base peut proposer. Ça veut dire que sur ce type de procédé, comme le suivant, qui consiste à un schéma d'évaporation, là cette fois à plus haute température, on part quand même de la bière de référence. Oui. La bière avec alcool, qui donc va rentrer dans ce procédé pour être désalcoolisée en vérité. Il y a une troisième approche qui est plus un système de filtration où en fait, encore une fois, cette bière de référence, on va la passer dans une genre de membrane qui va retenir un peu ces molécules d'alcool, qui va aussi emmener un peu les aromatiques malgré tout. Alors c'est pour ça que parfois sur les bières industrielles, on va plutôt avoir affaire à ces procédés-là. Et la reconstitution d'arômes au travers d'arômes naturels qui peuvent être ajoutés a posteriori. Ça, c'est donc une approche qui est très clairement celle plutôt orientée industrielle. Dans le schéma plutôt craft qui va être le nôtre, on va essayer de s'atteler à un brassage qui soit traditionnel. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'une bière de référence qu'on va désalcooliser, mais on va vraiment sur un brassage et un procédé de fermentation qui doit nous permettre de sortir une bière qui soit au plus proche de zéro en teneur d'alcool.
Et ça, c'est vraiment la différence. D'une, c'est un parti pris pour nous, parce que moi, quand je me suis intéressé à ce sujet-là, l'idée, c'était d'essayer d'offrir une boisson qui soit goûteuse et qui soit respectueuse d'un procédé traditionnel de brassage, avec des produits... enfin voilà, on est une brasserie certifiée bio, donc l'idée, c'était de s'inscrire dans cette même démarche. Il faut aussi être honnête sur ces approches plutôt industrielles, ça implique des équipements qu'une brasserie artisanale comme les nôtres n'a pas la capacité de se financer. Donc voilà, il y a vraiment deux positionnements différents, mais il y a surtout l'ambition d'être une brasserie qui fait sa propre bière. On la fait nous-mêmes et on essaie de la faire sur un procédé de brassage traditionnel. Et c'est vraiment ce à quoi on est attaché et où là-dessus, avec Antoine, on est, je dirais, assez... exigeant pour s'y tenir, quoi. Ce que j'allais dire, en fait, je suis même pas sûr que si on avait les moyens, par exemple, d'acheter de quoi faire de la distillation sous vide ou de la filtration par osmose inversée, je suis même pas certain qu'on aura envie d'y aller, en fait. Parce que c'est vraiment une altération du produit qui est importante, quoi. C'est un process vraiment industriel, comme on en parlait. Ouais. Donc, autant sur la stabilisation du produit, je pense qu'on en parlera après, il y a des choses, autant sur la production de notre bière, je pense que l'idée c'est quand même d'être sur un produit qui soit pas surtransformé, quoi. Bien sûr. Alors si on prend des méthodes comme la distillation sous vide ou justement la filtration membranaire et qu'on les compare à des méthodes comme vous utilisez plus de procédés de brassage adaptés du sans alcool, quelle est la différence qu'on peut atteindre en termes de volume d'alcool dans le liquide? Est-ce qu'on peut vraiment atteindre des volumes d'alcool très bas, voire à 0,0 même avec vos procédés à vous? Alors nous, avec notre procédé, aujourd'hui, notre bière, on avait pour objectif d'être en dessous 0,5, comme disait Julien. On est à 0,4, donc on est plutôt content du résultat, c'est ce qu'on ciblait. On n'a pas fait l'exercice de voir si on peut pas aller plus bas. Ça serait intéressant de le creuser. Je pense qu'on peut aller chercher un 0,3 de manière assez facile, si je puis dire. Par contre, c'est pas des méthodes qui peuvent vous permettre de faire un 0,0. Non, parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas sur le procédé actuel qu'on travaille, et on en étudie d'autres, mais on va en parler après, sur le procédé actuel sur lequel on travaille, on parle d'une fermentation. Bien sûr. Dès lors qu'on a un démarrage de fermentation, on a une production alcoolique minimale. Alors évidemment, 0,3, 0,4, on va parler de traces résiduelles. Et ça, je pense que c'est important d'avoir cette dimension, cette notion de traces résiduelles à l'esprit, parce que les traces résiduelles d'alcool, on va en trouver dans plein de composants et dans plein de boissons potentielles. Ça peut être le cas d'un jus de pomme fermier, ça peut être le cas d'un vinaigre, etc. L'appellation n'est pas toujours écrite, d'ailleurs, ou alors dans les petites lignes. Mais cette notion de trace résiduelle, elle est importante. Alors oui, ça ouvre le débat du t'es à zéro, t'es pas vraiment à zéro. Mais attention, enfin voilà, on va parler encore une fois de traces résiduelles. Malgré le fait que, comme tu dis, ce soit des traces résiduelles comme on peut l'avoir dans d'autres produits, sur la bière, il y a quand même une obligation légale, à partir du moment où tu es sur du sans-alcool, d'indiquer l'alcool sur l'étiquette. Ça c'est incroyable. C'est que... Il y a une forme de vide juridique sur cette question-là. En fait, quand on est... Qui t'avait répondu ça? On s'était rapproché de la répression des fraudes, en fait, au moment où on avançait sur le projet, pour savoir un petit peu quelles étaient les obligations par rapport à ça. Donc il y a celles des différents taux qu'on a évoqués qui sont là, le cadre législatif. Mais en vérité, une fois qu'on est dans les, entre guillemets, dans les scores, qu'on répond du moins de 1,2, il n'y a pas d'obligation à aujourd'hui réelle d'indiquer sur notre étiquette la teneur en alcool de manière précise. On pourrait très simplement dire c'est une bière sans alcool et on indique sans alcool, point. Parce que du coup, légalement parlant, quand tu es une bière sans alcool, tu n'es plus considéré comme une bière proprement parler. C'est ça. Et par contre, du coup, tu as d'autres obligations légales, notamment indiquer toutes les valeurs nutritionnelles, comme si tu étais un soda, par exemple. Oui, absolument. Ça, c'est une obligation qui s'impose à nous et sur laquelle il a fallu aussi qu'on s'aligne. Bien sûr. Donc ça nécessite, c'était déjà dans la démarche que de passer par une analyse laboratoire à différentes étapes de notre process pour bien valider les teneurs en alcool qu'on avait, mais toute cette analyse nutritionnelle, elle est devenue systématique parce que c'est une obligation maintenant. D'accord. Mais en soi, pour revenir à ta question, il n'y a pas d'obligation d'indiquer un taux. C'est vraiment pour nous une volonté et un parti pris que de le faire. Sure. C'est un devoir d'information auquel on veut se tenir. Mais en soi, voilà, il y a une forme de vide à aujourd'hui. Je pense qu'à terme, ça se clarifiera, mais pour l'instant, c'est ça. Et alors, tu viens de le dire, vous avez fait des analyses pendant la production et après production pour avoir justement une certitude que votre taux d'alcool correspondait bien à ce que vous visiez et avoir du coup ces valeurs nutritionnelles. Qu'est-ce qu'il en est de la reproductibilité de la bière quand on a des méthodes artisanales comme ça de production? Comment vous assurez d'avoir une bière qui est toujours dans les clous de ce que vous voulez faire?
On parle du premier batch. Ouais. Ouais, ça c'est un sujet. C'est une très bonne question parce que même sur sur toutes les bières, en fait, d'une manière générale, on voit qu'il y a forcément toujours des variations. La seule différence, c'est que là, tu as peut-être plus de contraintes, quand même. C'est ça. En fait, la bière sans alcool, particulièrement celle-ci, c'est vraiment une bière sur laquelle on est hyper vigilant sur tous les points de densité, voilà, tous les paramètres pour être sûr de sortir quelque chose qui soit très similaire. Alors, le but, c'est pas forcément d'avoir un produit qui est extrêmement similaire à la fin. En tout cas, moi, ma vision, c'est qu'il y a toujours des variations entre nos batchs. Et on le prend sur notre pale ale, il y a toujours des variations. Et je me dis, à la limite, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais je me dis, on est une brasserie artisanale, petite. Et du coup, ça fait partie un peu du jeu pour moi. Mais bon, après, c'est ma vision du truc. Sur la sans-alcool, en fait, l'enjeu, il est pas tant bien organoleptique, j'ai envie de dire, même si l'idée, c'est quand même d'avoir un produit qui soit stable, qu'on se le dise, d'un produit à l'autre. Mais c'est sur le taux d'alcool qui est l'enjeu principal. Et c'est vrai que jusque-là, en vrai, à part le premier batch qu'évoque Julien, juste après je expliquerai pourquoi ça le fait sourire, on a toujours été vraiment dans les clous sur nos densités initiales, mais ça, à la limite, c'est un peu le boulot du brasseur de sortir une densité avant fermentation qui est la bonne, on va dire. Mais c'est surtout à la fermentation, il faut s'assurer qu'on a bien bossé sur la partie empâtage, etc. et que en fait, ça se limite à ce qu'on a prévu de faire fermenter. Et donc notre densité finale soit la bonne. Et ça, jusque-là, on a toujours été bien et nos analyses montrent qu'on est dans les clous à 0,4 comme on le souhaitait. Ça, c'est cool. Ça impose quand même vraiment une forme de vigilance. Bien sûr. On suit ça comme le lait sur le feu, c'est-à-dire à chaque étape et quasiment, je ne vais pas dire toutes les heures, mais véritablement, il y a un suivi qui est d'autant plus exigeant ici. Ouais. Et du coup, sur chaque batch, une fois que le produit est terminé ou prêt à conditionner ou conditionné, vous faites une analyse sur chaque batch? On fait des analyses. On l'a fait sur. On doit être à 4 batchs et on a dû le faire sur 3. Ok. On l'a pas fait sur. Mais en fait, quand nos densités initiales et finales sont exactement les mêmes, on a, pour les brasseurs qui nous écoutent, on utilise un petit densimètre électronique qui est à un prix tout à fait abordable, on va dire, pour une brasserie, et qui nous donne. On peut avoir une précision à 2 chiffres après la virgule, ce qui du coup permet d'être quand même assez... Enfin, j'imagine bien qu'il y a beaucoup mieux, mais déjà on voit qu'on est à 0,0 quelque chose près dans les clous, quoi. Donc voilà, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'on est bon déjà pendant notre process avant de faire une analyse par là-bas, quoi. Et du coup, par rapport à ce que disait Julien, c'est que sur notre première tentative de sans alcool, en fait, on savait pas trop où on allait, il y avait beaucoup de théories, quoi. Donc en fait, on était bien. Et puis en fait, après c'est parti en fermentation, la bière, je sais plus à combien on était descendu en densité, mais la fermentation, c'est pas du tout passé comme on avait prévu. Du coup, on est remonté en 24 heures à quasiment à 5, je crois. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Donc autant dire que l'essai était un tout petit peu raté. Et on s'est dit, bon. Pale ale sans alcool, c'est devenu une micro pale ale. Double sans alcool, ouais. Et une double IPA sans alcool. Non, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc on s'est dit, essayons peut-être de voir pour une dilution, mais on est déjà sur un produit qui est très peu de matière, donc c'est un peu compliqué. On a tenté la dilution, mais en fait, quand tu réfléchis, quand tu as 1% d'alcool, par exemple, et que tu veux le diluer sur un fermenteur de 10 hectos, du coup tu baignes 5 hectos, tu remplaces par de l'eau, ouais, bien sûr. Et en fait, et là t'obtiens 0,5, quoi. En fait, t'as jeté la moitié de ton fermenteur et t'as 0,5. Bref, du coup, ça n'a pas évidemment pas fonctionné comme on l'imaginait, donc voilà, et c'est raté. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'objectif, c'était de sortir quelque chose qui soit goûteux. Toute la difficulté, c'est une question d'équilibre de matière. Antoine va revenir là-dessus, mais dans la recette, c'est vraiment une question d'équilibre de matière. Et moi, l'objectif, c'était vraiment qu'on puisse avoir une bière qui ait le bon goût de bière. On retrouve un peu toutes les saveurs et les textures qu'on peut avoir dans une bière, pour les amateurs en tout cas de bière. Et donc, à un moment donné, arriver sur un schéma de dilution avec de l'eau pour aller atteindre le palier qu'on voulait, on allait sortir un produit complètement flotteux, et c'était absolument pas l'idée. Donc il a fallu qu'on se questionne un peu plus en profondeur pour savoir ce qu'il allait falloir faire pour, à l'arrivée, avoir un produit qui reste satisfaisant, goûteux, avec des saveurs et de la matière, quoi. C'est bien, tu m'ouvres un peu la voie pour la suite. C'est, alors sans vous demander de révéler vos secrets de fabrication, c'est quelles sont du coup les méthodes, les techniques pour brasser une bière sans alcool quand on est une petite brasserie comme vous? Quelles sont, est-ce qu'il y a des maltes particuliers utilisés, des levures spéciales? Comment on s'assure justement de ne pas avoir une densité initiale et finale dans les clous? Ouais. Comment on fait pour avoir une fermentation au final qui te produit assez peu d'alcool?
Eh ben, en fait, il y a. Alors, pour les maltes, pour répondre à ta question, l'idée, ça va être de travailler plutôt des maltes où tu vas amener un peu de. Enfin, il y a plusieurs enjeux. Il faut ramener du sucre, parce qu'il faut qu'au moment ça fermente et qu'il y ait quand même une fermentation, il faut qu'il y ait des sucres fermentescibles. Donc, ça, c'est comme dans un brassage classique. L'idée, c'est aussi d'amener des maltes qui vont amener un peu de texture, un peu de mâche, parce que. Donc, là, plutôt de la protéine ou des choses pour une petite tenue de mousse et puis avoir un peu de. Un peu de corps. Un peu de corps dans la bière. Ensuite, sinon nos maltes globalement, pour répondre à ta question, un malt tout à fait classique. On utilise du pale. D'ailleurs, je me permets de le placer parce que on est plutôt fiers de ça aussi. On utilise des maltes qui sont sur la sans alcool, là celle qu'on sort là, le mardi prochain en encane un nouveau batch et dedans on est sur des maltes que locaux. L'avoine mis à part, pardon. Mais sur les maltes, on est sur un malt qui vient de 50 km de la brasserie, qui est bio, qui est local et voilà, tout à fait classique quoi. Pour le coup, il n'y a pas de secret entre guillemets sur les maltes. Donc voilà, l'idée c'est de faire, évidemment, comme on est sur une bière qui est très peu alcoolisée, on va mettre moins de matière que dans une bière classique. Au même titre que si on faisait une double IPA, on mettrait plus de matière. Donc ça c'est assez. Là-dessus, il n'y a pas de grand secret. Et après, sur la levure, les labos commencent à développer des levures qui sont plutôt adaptées à des bières sans alcool. Et là-dessus, c'est des levures qui n'ont pas la capacité de dégrader tous les sucres. En fait, elles peuvent s'attaquer seulement à certains sucres. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment une composante de tout ça. C'est vraiment à la création de la recette et surtout à l'expérimentation. C'est de se dire, je mets dans les conditions de fermentation une levure qui n'a pas la capacité de tout dégrader. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des sucres fermentescibles dans mon brassin. Donc voilà, mais en soi, si on revient au point de tout à l'heure dont on parlait sur les procédés, on fait vraiment une bière, quoi. En fait, quand on fait notre bière sans alcool, c'est en tout point quelqu'un qui passerait une tête voir le brassage, il verrait pas de différence avec quand on brasse notre NEPA, par exemple. C'est vraiment moins de problèmes de filtration. Bon, sinon, ça mise à part, il n'y a pas trop de différence, quoi. Ok. Donc, du coup, voilà. Très bien. Tu parlais maintenant de labos qui développent des levures spécifiques, en tout cas plus adaptées pour travailler du sans alcool. Est-ce qu'il y a d'autres innovations comme ça, technologiques ou sur les matières premières qui peuvent servir justement dans les petites brasseries, dans l'artisanat, sur le développement du sans alcool? T'as des choses en tête ou pas parce que je pense qu'il y a tout un pan, je pense, sur lequel nous on s'est pas trop penché. Pour l'instant, c'est peut-être sur le travail de la texture. Où je pense qu'il y a des choses, à mon avis. Si, il y a un truc que j'ai en tête, mais j'ai plus le nom. Je vais dire une connerie, je pense, mais c'est chez l'Allemand où ils ont un. On n'a pas essayé ça. Il faudrait voir si c'est un intérêt. Je crois que c'est des levures. Morte, je crois, en fait, globalement, que tu mets dans ton brassin et qui amène un peu de texture, je crois. C'est un truc comme ça. Je vais peut-être dire des bêtises, mais je sais que le commercial allemand m'en avait parlé un peu. Et on a le droit de citer les marques ou pas? Oui. Et du coup, on n'a pas essayé ça, mais je pense que là, il y a tout un sujet sur le travail de la texture. Après, pour l'avoir vu des fois sur des canettes de sans alcool où tu te retrouves rapidement avec des quelque chose, machin, enfin, l'équivalent. Je suis pas sûr que ce soit une volonté chez nous, mais comme disait Julien tout à l'heure, on serait que toute notre gamme est en bio. Je pense qu'il y a pas mal de ces agents de texture qui seraient peut-être pas autorisés sur le bio. Donc j'en sais rien. On s'est pas trop penché là-dessus, aussi parce que sur ce premier batch, on est plutôt satisfait. On pourrait espérer un petit peu plus de corps, évidemment. Il y a des choses qui pourraient être mieux, mais par exemple, on a fait le choix sur ce premier batch de ne pas mettre de lactose, qui peut être un composant qui peut amener justement de la texture, de la rondeur. Bien sûr. On s'est plutôt refusé sur ce batch-là pour rester un peu fidèle aux valeurs et à ce qu'on fait dans la gamme plus traditionnelle. Voilà, il est évident que ça amènerait peut-être la texture. On a choisi de le travailler différemment, plutôt avec du choix de céréales différents pour essayer de récupérer ça. Mais le rendu, nous, il nous plaît quand même globalement. Oui, parce que et puis les retours sont plutôt encourageants là-dessus. C'est vrai qu'on parle un peu de méthode de fabrication de bière sans alcool de manière générale. On n'a pas présenté la bière dont on parle, parce que pour le moment, vous avez vraiment une bière sans alcool qui est donc cette Pale Ale sans alcool. Alors je vois l'étiquette devant moi, Pale Ale sans alcool, Citra Cascade Mosaïque. On est à 0,4. Est-ce que vous avez aussi la volonté de développer un peu cette gamme sans alcool, d'avoir des nouveaux produits par la suite? C'est clairement l'objectif. On est en train de travailler sur une deuxième référence. Alors sans annoncer de délai là-dessus, on a pris un peu de retard d'ailleurs, mais très clairement l'idée c'est qu'en effet à terme on ait une gamme digne de ce nom qui rejoigne la gamme traditionnelle de la brasserie.
Aujourd'hui, elle s'intègre dans les 6-7 références permanentes. Mais l'idée, c'est de proposer vraiment des alternatives aux consommateurs d'une offre qui soit avec et sans alcool. Et à chaque fois, en inscrivant un peu ces références sans alcool dans des procédés de fabrication qui respectent un peu le schéma traditionnel qu'on a suivi pour cette première. Cette Pale Ale, l'objectif, c'était vraiment de sortir une première référence goûteuse, plutôt aromatique, et qui soit plutôt un compromis intéressant pour le plus grand nombre de palais, si je puis dire. Bien sûr. L'idée, c'était de pouvoir proposer une bière sans alcool au grand public et que le maximum de personnes puissent y trouver son compte et en tout cas apprécier cette bière pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle propose en termes de saveurs gustatives. Et je trouve que c'est plutôt un exercice intéressant aussi pour amener les gens à une première découverte du sans alcool. Complètement. Et l'exercice, par exemple, un peu de la découverte à l'aveugle est souvent un exercice hyper intéressant, très concluant d'ailleurs, parce que les gens se confondent finalement entre cette sans alcool et une bière qui pourrait être une pale ale plutôt plus traditionnelle, quoi. Alors, sans que ça soit non plus la parole de vérité, je regardais sur Untapped, votre pale ale sans alcool, alors pour le moment elle n'a pas non plus un nombre de notes extravagant, mais elle a 3,67 de moyenne, ce qui quand on le compare aux grosses double IPA de Brasserie Craft peut paraître bas, mais quand on le compare en fait au pale ale classique de Brasserie Craft, souvent dans les 4-5 degrés, c'est un plutôt bon score, et si on le compare à côté du sans-alcool globalement, c'est même un très bon score, ce qui prouve, je pense, que auprès de la clientèle, ça fait le boulot, quoi. C'est convaincant, il y a une vraie réponse aux attentes de... Ouais, l'objectif, c'est de répondre je pense à une demande qui est liée au marché qu'on a aujourd'hui, et c'est de pouvoir se dire, ce soir je prends une bière sans alcool, je la prends celle-ci parce qu'elle me plaît, je la trouve savoureuse, et que j'ai envie d'y revenir. Et tout le challenge est là-dedans, c'est de pouvoir sortir une bière que nous-mêmes on apprécie, qu'on a envie de boire et qu'on a envie de reprendre si nécessaire. Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com ou venez les rencontrer au Brobévial de Nuremberg du 26 au 28 novembre 2024, hall 7, stand 107. Alors je reviens un peu en arrière sur la partie production, technologie, ainsi de suite. Il y a un mot qui semble un peu être un mot interdit pour beaucoup de brasseries craft pour les bières avec des produits alcoolisés de manière générale, c'est tout ce qui est pasteurisation. Ouais. Cela dit, sur un produit sans alcool, sans parler forcément de bière, mais on parle de jus de fruits, de toutes les boissons sans alcool artisanales, c'est souvent une étape un peu obligatoire si on ne veut pas partir sur un produit justement alcoolisé alors qu'on ne le souhaitait pas. Est-ce que vous, sur la bière sans alcool, c'est aussi une étape obligatoire? Ouais, absolument. Ah bah, de ouf. J'allais dire, tu peux enlever le un peu de ta phrase, un peu obligatoire, tu peux enlever un peu. Ouais. Complètement obligatoire. Ah ouais, c'est... L'enjeu, c'est de la maintenir et de la stabiliser. Donc il y a un seul remède à ça, c'est la pasteurisation. Pour la petite anecdote, on a sur le dernier batch de sans alcool, quand on avait gardé à l'encannage, des fois il y a des rebuts ou il y a des canettes qui tombent ou qui sont mal étiquetées, enfin bref, et on avait un carton, je sais pas pourquoi, il s'est retrouvé oublié. Ouais. Et on était dans le bureau, à l'étage. Nos bureaux sont à l'étage et en dessous il y avait la salle où on stockait nos produits. Et on a entendu un POC. Ah oui. Et on s'est dit, putain, c'est quoi Et on s'est dit, parce que le risque, c'est que ça soit sur une canne qui est de la cam classique qui est mal finie de fermenter. Ça, c'est un peu stressant. Et on descend, et le petit carton de sans alcool. Et en vrai, dedans, il y avait 6 canettes. J'ai pris le carton, donc c'était une canette qui avait sauté, le sertissage qui avait sauté, même s'il était très bien fait, mais ça avait sauté, parce que ça refermente. À un moment, c'est une bombe, le truc. Et là, dans le carton, il y avait 6 canettes. Et de prendre le carton et de poser le carton dehors, ça a fait sauter 2 autres canettes, quoi. Mais c'est donc oui, non, la pasteurisation, c'est obligatoire. Moi, tu poses ça chez un client, c'est criminel en vrai. Mais après, je sais qu'il y a d'autres
Il y a d'autres méthodes, type la centrifugation. Et, pour essayer d'éliminer le maximum de matière en suspension, dont les levures. Levures et bactéries, parce qu'en fait, il faut se dire que potentiellement, il y a des bactéries. Il peut y avoir une contamination aussi qui serait sans réel risque pour une bière avec alcool, mais qui peut être dramatique pour sur une bière sans alcool. Ben voilà, t'enlèves les levures, tu laisses les bactéries, en fait, ça laisse la place aux bactéries. Il reste des sucres. Donc, comme je disais tout à l'heure, les levures qu'on utilise, elles consomment pas tous les sucres, mais il reste des sucres. Donc, en fait... d'ailleurs, pour revenir à tout à l'heure, un des enjeux aussi sur une bière sans alcool, c'est de ne pas garder ce côté trop sucré, le côté un peu mielleux, maltais qu'on peut avoir déjà en finale. Je trouve sur beaucoup de bières justement sans alcool industriel. C'est ça. C'est ce côté, tu as l'impression de boire un jus de malt, limite, tu as l'impression de boire un mou froid, non fermenté. C'est exactement ça. Mais faudrait voir le procédé qu'ils utilisent aussi, déjà pour la partie empâtage et compagnie, mais je suis pas certain que déjà il n'y ait pas un peu de ça, quoi. Mais du coup, la stabilisation par centrifugation, ça existe. J'ai entendu dire que des brasseries qui le faisaient, qui avaient une centrifugeuse, ont déjà eu des soucis parce que c'était reparti derrière. C'est probablement moins. Je pense moins stable, t'as moins de certitude sur ton résultat final, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que pour ceux qui nous écoutent, la pasteurisation, en gros, c'est un procédé qui permet de tuer tout organisme vivant restant dans la bière, donc levure, bactéries, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de reprise de fermentation. Au moins, en tout cas, ceux qui ont la capacité de venir bouffer les sucres, quoi. Oui. Il reste des choses, c'est des choses qui sont pas. Oui, qui sont pas. Mais et il y a un vrai sujet aussi sur qui est pas à négliger sur la pasteurisation, enfin pas lié à la pasteurisation, mais plutôt au produit. C'est le risque de pathogène, en fait. On est sur un produit qui a peu d'alcool, donc il faut faire aussi attention. Qui est moins protégé. Exactement, qui est moins protégé. Et donc il y a des problématiques liées au pH. C'est quand même un produit sur lequel il faut être assez rigoureux. Il faut être vigilant sur pas mal de points. Ouais. C'est ça. Sur la partie pasteurisation, vous faites vous-même, vous avez on a la chance d'avoir sur Angers quelqu'un qui fait des pasteurisations, avec qui on a travaillé. Ouais. Et mais c'est un coût vraiment non négligeable. La pasteurisation était ok. Je crois pas qu'on ait on a démarré. On a démarré le premier avec ce prestataire. Et puis on essaie de le faire nous-mêmes depuis. Et je dis essaie parce que et ça c'est un des gros points noirs de ce produit. Au-delà de comme disait Julien, il faut suivre la fermentation et tout comme le lait sur le feu. L'après est pas non plus très simple à gérer non plus parce que la pasteurisation globalement il faut avoir des carbs qui sont vraiment très bien gérés. Qui sont plutôt pas trop élevés parce que en fait la pression fait que on est en canette sur cette pale ale et du coup le risque c'est des canettes qui gonflent. Ce qui nous est arrivé sur un batch où on a perdu pas loin d'un quart du batch, quoi. Parce que c'était pas du tout overcarb, la carb était bien, mais en fait elle était trop élevée quand même par rapport à la capacité de tenue de la canette, quoi. Donc soit ça se déforme pendant la pasteurisation et ça reste comme tel, soit même ça pète pendant la pasteurisation, donc il y a du déchet, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en plus on avait nous c'est étiqueté avant, donc on avait des décollages d'étiquettes, enfin bref. Si on devait dresser un tableau, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi on l'a fait, mais on est content de la faire. Et dans on va dire tous les fabricants de matériel de brassage ou de matériel de manière générale, maintenant on commence à voir aussi se développer des petites unités de pasteurisation qui sont plus adaptées en termes de budget et aussi de volume à des petites brasseries. C'est des choses qui... Ouais, on en parlait avec... nous, c'est notre encanneur qui parlait un peu de ces sujets-là. Il était pas mal au fait de tout ça. Parce que du coup, vous faites aussi de l'encannage mobile. Ouais, exactement. Et du coup, qui du coup a... ils avaient entendu parler on revient à un sujet de tout à l'heure, mais un filtre à alcool, globalement, qui permet d'extraire de l'alcool au moment du conditionnement. Bon, ils avaient regardé un peu, mais c'était des budgets quand même assez conséquents. Mais voilà, c'est pas des machines industrielles, quoi, j'ai l'impression. Donc je sais pas comment ça fonctionne ce truc, mais c'est intéressant. J'allais justement en parler juste après, parce que j'ai vu passer ça. Alors je me suis pas trop renseigné sur le sujet, mais comme on a les encadreurs mobiles, un désalcooliseur mobile. Ouais, ça doit être ça. J'ai vu un mec comme ça qui se déplace en brasserie et qui peut faire de la désalcoolisation avec une unité mobile. Donc, c'est vrai que de base, je crois que le marché de la désalcoolisation, c'est plutôt des grosses unités qui existent en France et en nombre très limité. Pour la bière comme pour le vin d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un devenir sur des unités mobiles comme pour les encanneurs en fait. C'est juste une forme de continuité assez logique. Faut voir après le coût de la prestation, etc.
Nous, sur la pasteurisation, on a plutôt fait le choix d'adapter notre équipement pour pouvoir être assez autonome sur la question, dans un budget qui reste plus maîtrisé. Ouais, c'est ça, parce que pareil, la Remplis-moi me disait que notre canard Remplis-moi disait qu'ils avaient regardé un peu pour la pasteurisation sur des petites unités. Alors je sais pas si c'est les mêmes modèles de ceux dont tu parles, mais c'est quand même des. Il y a quelques zéros quoi, sur la facture quoi. Non, c'était très cher. Je sais plus, j'ai peur de dire une connerie, mais c'était très cher aussi. Enfin, c'est un investissement. Je me dis, si on faisait que du sans alcool et que voilà, la question se poserait. Il faut la place aussi derrière. Même si c'est petit, il faut quand même de la place. Ça, j'en parlais parce que j'ai eu les échos de quelques brasseries craft tout à fait traditionnelles avec des bières alcoolisées qui se préparent à lancer des gammes sans alcool. Donc je ne vais pas les citer parce qu'elles ont pas encore lancé leur gamme et qui ont fait justement le choix d'avoir des petites unités de pasteurisation chez elles. De pasteurisation ou de désalcoolisation? De pasteurisation. Okay. Et voilà, donc je me demandais si c'était quelque chose qui se développait aussi en France. Après, c'est des brasseries qui, alors sont certes des brasseries craft, mais peut-être un peu plus installées avec un peu plus de moyens aussi. De moyens, un peu plus de volume, un peu plus d'historique que vous. Donc, ça peut peut-être aussi un peu jouer dans leur capacité d'investissement sur un matériel comme ça. Ils ont peut-être déjà aussi plus amorti l'investissement sur leur matériel de base. Donc, ça peut jouer aussi. Mais ouais, carrément. Bah, en tout cas, c'est intéressant. C'est vrai que ça donnerait envie de. Attendrait que ça sorte peut-être, ou si tu as des contacts, mais juste de voir un peu ce que ça peut donner, quoi. Bien sûr. Mais c'est un vrai sujet. Pour le coup, ça, c'est un vrai point noir, quoi. En fait, c'est une bière sur laquelle, si on devait compter le nombre de fois où on la manipule entre le moment où elle est encanée et elle est livrée dans un magasin, on est peut-être à x4 de Pale Ale, quoi. Ouais. En fait, la Pale Ale, ou n'importe quelle de notre gamme, elle est conditionnée, elle est mise dans un carton, et le carton, il sort pour être mis chez le client, quoi. Là, il se passe pas mal de trucs entre les deux, quoi. Ouais. Et ça, ça a un coût, quoi. Ça permet de se dire que clairement la bière sans alcool là-dessus, et c'est pas parce qu'elle est sans alcool qu'elle est plus facile à faire, quoi. Ouais, loin de là. Ouais. Bien au contraire. Et ni moins cher en fait sur le coût de production. Ouais. D'où encore plus l'intérêt de viser en dessous de 0,5 et de pouvoir jouer sur une TVA réduite pour garder un prix compétitif. Ouais, surtout que malheureusement en France, en France, je sais pas si c'est que en France, mais il y a plein de gens qui se disent sans alcool égale moins cher que l'alcool. Mais en fait, en vrai, il y a plein de produits. Et notre kombucha, c'est pareil. Kombucha sans alcool, certes, mais en fait, techniquement, le temps de travail, il est pas négligeable, quoi. Il y a de l'embouteillage, il y a de l'étiquetage, il y a de la pasteurisation, il y a plein de trucs, quoi. Enfin, donc c'est en vrai, c'est une idée reçue, quoi. Bien sûr. Et je reviens juste sur un petit point sur la production, après on passera à autre chose. Quand on a évoqué la capacité de faire désalcooliser la bière avec des alcooliseurs mobiles, est-ce que ça serait quand même quelque chose qui vous intéresserait si par rapport au rendu final du produit, parce qu'on évoquait le fait que ça pouvait potentiellement dénaturer un peu le produit. C'est ça. Moi, je serais curieux de tester. Alors voilà, je rejoins Antoine. C'est-à-dire que dans l'idée de tester sur une bière de notre gamme, à passer en désalcoolisation, je trouve que ce serait un exercice plutôt intéressant pour voir un peu le rendu. Ouais, c'est ça, la comparaison serait intéressante. Après, ne nous trompons pas, aujourd'hui, l'idée, elle est quand même d'être sur un process qui reste traditionnel et de plutôt faire valoir notre savoir-faire de cette manière-là. Parce que c'est une satisfaction énorme pour nous, je pense, de pouvoir se dire à un moment donné on a sorti quelque chose de plutôt sympa et que les gens apprécient, mais dans un format de technique traditionnelle, quoi. Parce que quand on dit que justement la bière désalcoolisée, on est sur une base de bière normale où on va, alors là j'imagine que c'est filtration, peut-être filtrer les molécules d'alcool, mais en même temps perdre quelques composés de la bière qu'on va réintroduire autrement derrière. J'imagine aussi que du coup tu dois faire un produit de base qui est assez costaud pour essayer de pas trop perdre en termes d'aromatique derrière. Donc au final, une méthode qui est plus simple sur la technique, mais qui est pas moins coûteuse non plus. Certainement. Ouais, pas dit, c'est clair. Ok. Vous, quand vous avez commencé à travailler du sans-alcool, alors avec les kombucha au début, avec la bière ensuite, c'était pour toucher quel public? Est-ce que vous vouliez peut-être aller chercher justement... alors je vais parler de la bière sans alcool, c'est peut-être un sujet que je maîtrise un peu plus, mais aller chercher votre public de consommateurs de bière habituels en leur proposant une alternative sans alcool, ou est-ce que ça ouvre un marché différent? C'est les deux, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande croissante pour des alternatives sans alcool en tout genre. Ça me fait faire le parallèle avec l'essor de caves sans alcool. Il y a un an, on parlait d'une petite dizaine de caves ouvertes ou en projet sur le territoire. Si on regarde un peu à date, on est autour de 25 existantes ou en projet d'ouverture sur la France. Enfin, il y a un vrai marché
développement de cavistes sans alcool. De la même manière, il suffit de regarder un peu les linéaires dans les grandes surfaces de vente dédiées au sans alcool. Ces linéaires-là grandissent d'année en année, donc ça montre bien aussi que ces distributeurs sentent bien qu'il y a un mouvement sur ce marché. Pour revenir à l'ambition qui est la nôtre là-dessus, l'idée c'était d'apporter une alternative artisanale, goûteuse, à des gens qui sont en recherche d'une offre sans alcool digne de ce nom. En misant sur la dimension du local, en misant sur la dimension du bio qui est un peu l'ADN de la brasserie. Et puis d'essayer de changer aussi un peu les a priori qu'on peut avoir par rapport au sujet du sans-alcool. Combien de fois on va entendre une bière sans alcool, c'est pas une bière, ça n'a pas de goût, etc. Et finalement, je reviens sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure de la découverte à l'aveugle. C'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce qu'on casse un peu les a priori et les codes par rapport à ça. Le kombucha, c'est la même chose. C'est une boisson qui est quand même plutôt méconnue, qu'on peut parfois un peu comparer au kéfir. Hein. Bon, après, le levain est différent, mais il y a tout intérêt aussi à faire découvrir ce genre de choses pour apporter une réponse à des softs qui changent des sodas très sucrés qu'on peut avoir. Et puis, en fait, tout ce travail d'accompagnement, presque d'explication, de pédagogie, il est hyper intéressant. Et vis-à-vis de nos clients, qu'ils soient distributeurs, restaurateurs, bars, c'est aussi l'idée de les amener à considérer un moment dans leur gamme une vraie carte autour du sans-alcool, qui soit une carte digne de ce nom et qui sorte des offres très traditionnelles qu'on va payer 3 fois le prix de l'épicerie qu'on va trouver en face, quoi. Ouais, ça, tu peux aller dans un restaurant assez réputé, haut de gamme, avoir des très beaux vins, voire peut-être même parfois maintenant des belles bières à la carte. Pardon. Le sans-alcool en général, c'est toujours le Coca, le Schweppes, le Perrier. C'est hallucinant. C'est toujours négligé. Hallucinant. Et je pense qu'un restaurateur a tout intérêt à un moment donné à se poser cette question-là, parce que la demande derrière est de plus en plus forte. Et je trouve plutôt intéressant de pouvoir les accompagner à découvrir ces nouvelles références et à se sensibiliser à cette question-là. Mais, pour revenir à ta question qui était aussi la clientèle aujourd'hui là-dessus, finalement elle est assez intergénérationnelle. Moi, en me penchant un peu sur l'analyse de ce marché-là sur les dernières années, je m'attendais à ce que ce soit plutôt finalement une clientèle quadra, qui serait un peu plus ouverte au sans-alcool parce que plus attentif à sa consommation, à sa modération aussi. Il se trouve que, évidemment, cette clientèle-là, cette génération-là est en train d'évoluer sur ces questions, mais en vérité, il y a aussi toute la jeune clientèle, la génération des 18-25 à l'heure actuelle, qui sont très sensibles au sujet du sans-alcool, pour des questions de santé, pour des questions de je suis le Sam de la soirée et qu'est-ce que je peux boire pour me faire plaisir, qui soit bon et sans alcool. Et en fait, on a une approche, moi j'appelle ça des flexibuveurs, c'est-à-dire, et je me mets là-dedans, c'est-à-dire une volonté de modérer sa consommation à des périodes où on a envie de boire du vin, de la bière, des choses plus traditionnelles, et en même temps pouvoir trouver des alternatives sans alcool tout aussi plaisantes et goûteuses. Enfin, il n'y a rien de pire qu'à un moment donné passer une soirée avec des copains au bar. Et si c'est moi qui ramène la voiture, d'être obligé de me dire il faut que je passe au Perrier, passer la deuxième bière. Si je peux continuer avec je sais pas, une kombucha, une bière, même un vin désalcoolisé, mais qui soit quelque chose de plutôt sympa et goûteux, je suis hyper friand. Et là-dessus, il y a des vraies réponses aujourd'hui, même dans les spiritueux, qui valent le détour. Ça suit un peu, j'ai l'impression, le cheminement qu'il y a eu avec la bière craft, où tu allais dans un bar, il n'y avait que des bières Indus. Tu étais bien content quand un bar référençait une ou deux bières craft et disait j'ai une alternative. Il y a pas mal maintenant, alors c'est encore une minorité, mais il y a quand même beaucoup de bars qui ont fait cette démarche maintenant de travailler un peu plus de l'artisanat sur la bière. Est-ce que justement, on fait un peu le pont du coup avec le Beyond Beers, est-ce que le fait que ces brasseries artisanales commencent à développer des gammes souvent de soft ou d'autres boissons sans alcool ouvre un peu cette voie aussi là dans tous les cafés, restaurants qui sont justement intéressés initialement à la craft et qui voient cette offre complémentaire arriver en sans alcool? Est-ce que ça ouvre un peu la voie à ces produits-là? Je pense qu'en effet, on en est aussi l'illustration avec notre gamme de kombucha. Je pense qu'en effet, ça pousse les brasseries à s'intéresser aux alternatives telles que celle-ci. Je pense aux poiteurs qui sont des sujets qui nous questionnent aussi un peu et qu'on commence à voir émerger. L'idée, encore une fois, c'est... tu compléteras, Antoine, mais l'idée, je pense que c'est vraiment d'aller vers une offre artisanale au sens large,
de boissons craft, pas uniquement forcément bière, mais qui permettent de sortir des schémas traditionnels de ce qui existe aujourd'hui dans l'univers des softs. Bien sûr. Alors, dans ce Beyond Beers, on parle quand même depuis le début de l'épisode du kombucha, parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, que vous faites depuis le début du lancement de Penrose. Est-ce qu'on peut juste revenir un peu, au bout de 50 minutes d'épisode, c'est peut-être le moment, sur qu'est-ce qu'un kombucha pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément non plus... alors, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent le nom de kombucha, mais sans savoir vraiment ce que c'est. Eh ben, ouais, bien sûr. Donc, le kombucha, c'est donc une boisson fermentée. La particularité de cette boisson fermentée, il faut se dire que fermentation égale alcool, globalement, pour simplifier un peu le trait. Et du coup, la particularité de cette boisson fermentée, c'est que dans la fermentation, il n'y a pas que des levures. Quand on fait une bière, on essaie de sélectionner vraiment une souche de levure très précise qui va amener une typicité dans notre bière. Et du coup, on veut surtout pas qu'il y ait autre chose qui s'y développe. Ça s'appelle une infection, globalement. Oui. Dans un kombucha, ce qui fermente, c'est une symbiose de bactéries et de levures. Les levures, elles font une fermentation qui est alcoolique, assez classique. Et les bactéries, elles viennent consommer, c'est des bactéries acétiques. Et la particularité de ces bactéries, c'est qu'elles ont la capacité dans leur métabolisme, elles consomment l'alcool. Donc il faut se dire que c'est un produit qui a à un moment de la fermentation, de l'alcool, mais qui se résorbe sur le long terme. C'est un peu une sorte de fermentation en 2 étapes, où dans un premier temps, tu as un peu à la manière d'une bière, des levures qui viennent consommer le sucre et le transformer en alcool. Exactement. Et derrière, tu as ces bactéries qui, elles, consomment l'alcool produit par les levures pour le transformer en acide acétique. Et donc là, on grossit vraiment le trait, parce que techniquement, en fait, les deux se passent en même temps. Oui. Mais ça permet de bien comprendre un peu ce qui se passe dans la fermentation. Et le produit fini, donc comme c'est de l'acide acétique, on est sur une boisson qui est plutôt effectivement sur l'acide. La particularité, c'est que l'acide acétique, justement, c'est... bon, là, je vais pas vendre le produit jusque-là, mais on va venir après sur un peu plus sympa. L'acide acétique, c'est l'acide qu'on retrouve dans le vinaigre. Donc en fait, on est sur une boisson qui, si on la boit pure, est vraiment très fermentée, enfin vraiment au maximum de sa fermentation. On est vraiment sur un produit qui est très acide, très vinaigré, très peu sucré. C'est vraiment, donc c'est assez hardcore, quoi. Y a une grande chaîne de magasins bio en France qui commence par bio et qui finit par hop, qui vend une boisson, quand on boit un kombucha en grosse bouteille d'1 litre ou 1,5 litre, je crois, une grosse bouteille verte. Je pense que ça vient d'Allemagne. Ce kombucha là, si à l'occasion vous voulez expérimenter, enfin moi j'ai souvenir de l'avoir goûté une fois. C'est hardcore. Ouais. Enfin, tu bois ça, tu te dis, je le fais vraiment pas pour le plaisir, je le fais pour les bienfaits, on va dire, pour ma santé. Sachant qu'il est à température ambiante, donc il est pasteurisé, donc les bienfaits, je pense qu'on y reviendra. Mais voilà. Et donc pour revenir au kombucha, donc c'est une boisson donc fermentée, donc fermentation dont on vient de parler. Et la base de la fermentation, là où dans la bière c'est un mou qui est issu de céréales, là on est sur un thé. Donc en fait on fait un thé qu'on vient sucrer. Donc comme si on faisait un thé à la maison, un peu plus sucré parce qu'il y a besoin quand même d'un peu de sucre pour que la fermentation se fasse. Et donc ce thé, pendant la fermentation, il s'acidifie, les sucres sont consommés, et globalement, quand on fait un kombucha, on l'arrête un peu quand on a envie. C'est-à-dire que ce qui va stopper la fermentation, c'est pas forcément le fait qu'elle soit finie ou pas, c'est plutôt le moment où nous, on considère qu'en termes de goût, l'équilibre est pas mal. Parce qu'il reste un peu de sucre à un moment, puis à la fin, il n'y en a plus. Donc là, on est très acide, comme j'expliquais. Et donc voilà, on va l'arrêter un peu. C'est comme ça qu'on le fait à la maison, quoi. On s'arrête un peu quand on veut. Et cette boisson, du coup, nous, en tout cas, dans la gamme, on vient l'aromatiser. Donc, on vient mettre des purées. Donc, des purées de fruits bio, comme tous nos produits. On essaie d'être plus local, en français, etc. Et du coup, l'aromatisation, en fait... faut se dire que quand on goûte un peu ce kombucha, si on n'y a pas mis encore le kombucha, si on fait d'abord le mélange des purées de fruits, on remet un peu de thé, nous, quand on le fait. Si on goûte tout ça, en fait, c'est assez... même si, par exemple, la framboise, pour notre kombucha framboise, c'est un fruit qui est quand même assez acide, mais finalement, ça en fait quelque chose d'assez... un peu lourd, quoi, un peu pâteau. Et dès qu'on vient mettre le kombucha, là, ça amène un kick. L'acidité, elle se mélange très bien aux fruits et ça amène un kick qui rend la boisson hyper, pour le coup, désaltérante, hyper sympa, quoi. Et là-dessus, on fait une petite carbonatation. On n'est pas sur une boisson très effervescente et on embouteille. Et donc, à la fin... pour récapituler, le kombucha, en tout cas tel qu'on le fait chez nous, c'est une boisson qui est très peu sucrée, qui est pas alcoolisée et qui est sympa dans la mesure où voilà, il y a du goût du fruit, il y a quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose en bouche et voilà. Donc, souvent les gens connaissent plus le kéfir parce que c'est un peu la boisson de nos grands-mères. C'est ça.
Moi, je faisais un peu de kéfir auparavant, enfin j'en fais toujours un peu d'ailleurs, mais c'est des boissons qui sont très proches d'un point de vue gustatif. Je vais trouver un peu une différence, c'est que là on gère une carbonatation de manière à avoir une pétillance qui est plutôt fine et subtile sur le kombucha, alors que dans le kéfir traditionnellement on a une pétillance qui est un peu plus forte, peut-être un peu plus agressive pour certains. Voilà, et puis évidemment c'est 2 levains complètement différents, mais ça reste des boissons cousines quand même en soi. Ok. Ouais, bah, tu anticipes, tu me coupes l'herbe sous le pied, c'était exactement la question que j'allais poser après. Sur le kombucha, du coup, tu parlais de votre première recette qui est sur du thé vert, framboise et menthe. Ouais. Vous avez combien de recettes là actuellement ? Eh bien, on en a 3, donc framboise, menthe, thé vert, sencha. Ouais. En fait, au début, on avait l'idée d'essayer de varier les thés en fonction des recettes. Ouais. La deuxième qu'on a fait, c'était sur un thé noir de Ceylan, avec une aromatisation avec de la poire et de la tonka. Inspiration un peu tarte amandine. On est repassé sur un thé vert sencha parce que c'est plus simple. Le thé noir, il est quand même il était très présent en fait. C'est un peu trop présent à notre goût. On a sorti une troisième recette qui est sur une infusion de verveine et purée d'abricot. L'explication, c'est que la raison de faire une infusion, c'est que sur les 2 premiers, on utilise un peu de thé. On vient remettre un peu de thé en fait au moment de notre aromatisation. Et du coup, il y a certaines personnes dans l'équipe qui sont très sensibles à la théine, comme à la caféine, et qui du coup étaient un peu gênées. Donc malgré le fait qu'il y en ait peu, mais quand même un peu gênées. Et donc on a fait une version verveine qui pour le coup elle est complètement sans. C'est une infusion de plantes quoi. Du coup voilà, et puis on a sorti comme je disais tout à l'heure, une 4e en canette, en 44 centilitres, pour vraiment être dans l'univers craft à fond, en collab avec Aerofab, sur lequel on avait travaillé encore un thé vert sencha pour le coup, et on avait fait une recette, c'était rhubarbe clémentine et baie des cimes. Okay. Et chez Aerofab, on a fait la même aromatisation sur une wheat ale. Donc l'idée c'était de faire un peu un battle kombucha wheat ale, enfin bière. Donc plutôt chouette. Et on réfléchit à faire une recette un peu inspirée de celle-là qui a vraiment bien fonctionné. Le côté rhubarbe clémentine, c'était assez chouette. Donc peut-être qu'on fera une 4e version là pour la fin d'année. On verra sur des aromatisations un peu similaires. Donc voilà. Okay. Tu as évoqué rapidement les bienfaits des kombucha tout à l'heure. Alors de quoi on parle ? Eh ben ça c'est une très bonne question parce que le kombucha, plus que le kéfir, j'ai l'impression, c'est une boisson où en tout cas moi, les premières fois que j'ai entendu parler, ça a toujours été pour le côté probiotique qu'amènerait cette boisson. Okay. Du coup, il y a vraiment ça dépend des typologies de marques, mais il y a des marques qui vraiment axent leur communication sur ces boissons-là, sur le côté. On est sur une boisson qui est très riche en probiotiques et qui va vous amener des bienfaits. La flore intestinale. Flore intestinale, limite quasi spirituelle, j'ai envie de dire. Je pense que de la façon dont j'en parle, vous aurez compris que moi, c'est pas trop le créneau que nous on a, l'angle d'attaque qu'on utilise pour expliquer. Et ça pourrait faire hérisser le poil à certains qui font du kombucha. Nous, on pasteurise une partie de notre gamme sur le kombucha. On en a aussi du non pasteurisé, mais on en pasteurise une partie. Je vois ça sur le plaisir prendre en main, il y a marqué kombucha pasteurisé. Exactement, la bouteille que tu as, elle est pasteurisée. Je considère quand même que c'est une boisson qui a des bienfaits, mais pas du point de vue pour le microbiote, on va dire, mais plutôt parce qu'en fait, on est sur une boisson, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est très peu sucrée, quasiment peu sucrée. Pas d'alcool, qui est plutôt bonne. Et en fait, c'est vraiment une boisson de plaisir. Je me dis, en fait, quand tu te bois ça, si t'aimes, évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais si t'aimes, bah, tu passes un bon moment, tu te fais plaisir, et sans derrière être en train de compter tes calories ou tes... Voilà. Donc, il y a un côté qui est, je pense, plutôt bien de ce point de vue-là, plutôt sain de ce point de vue-là. Donc, voilà. Puis, il y a une composante aussi, c'est que non pasteurisé, ça suppose que ce soit un produit qu'on continue de stocker au frais. Oui. Donc on a une clientèle un peu puriste, entre guillemets, qui est attachée à ce côté non pasteurisé, et puis on a une clientèle qui, de son côté, est peut-être moins en demande de cet aspect-là, et n'a pas toujours la capacité de pouvoir aussi la stocker en chambre froide. Bien sûr. Et dans la mesure où c'est un produit, une boisson qu'on souhaite aussi faire découvrir, entre guillemets, démocratiser davantage, la pasteurisation, c'est une manière de pouvoir la rendre accessible au plus grand nombre de nos clients, distributeurs
et autres. Donc voilà, les deux possibilités restent pratiquées ici, quoi. D'accord. Et sur le kombucha, donc, malgré cette double fermentation qui consomme les sucres pour les transformer en alcool, puis l'alcool pour le transformer en acide acétique, il reste quand même suffisamment de sucre pour nécessiter une pasteurisation derrière. Ça peut quand même, il y a quand même un risque que ça reparte. Ouais, il y a quand même un peu de sucre résiduel, parce que déjà les fruits ont du sucre de base. Alors pas tous autant, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de sucre. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, globalement, nous on l'arrête. L'idée c'est de l'utiliser au stade où ça va. Faut qu'il y ait un équilibre quand même. Ouais. Et c'est vrai que sans le sucre, on aurait quelque chose qui, pour le coup, serait trop acide. On serait. Mais ce qui pourrait plaire. Hein, moi, souvent, je le dis. Est-ce qu'on le fera un jour, je sais pas, mais il y a des gens qui nous demandent des fois un kombucha plus brut, tu vois, limite pas aromatisé, sur lequel on est vraiment le côté un peu vinaigré. Après ça, c'est vraiment de niche, quoi. Déjà le kombucha, je pense c'est de niche. Alors là, c'est la niche dans la niche. Ouais. Donc vraiment, ça devient complexe là. Okay. Donc ouais, pour l'instant, on travaille cet équilibre-là. On est voilà, l'idée c'est d'adoucir un tout petit peu cette acidité, mais en même temps l'acidité elle est vraiment hyper importante, quoi. Et c'est ça qui fait que la boisson elle est ça crée un équilibre avec le et que tu peux t'en boire tranquillement un verre et puis boire autre chose derrière, quoi. Là où un jus de fruits, il y a de l'acidité, mais il y a tellement de sucre qu'à la fin de ton verre, t'es repu, quoi. Tu peux plus. T'as envie de boire de l'eau, limite. C'est ça, quoi. Donc, sur le kombucha, vous trouvez une clientèle différente de la bière sans alcool, ou ça reste quand même des clientèles qui se recoupent un peu? C'est pas les mêmes nécessairement. Pas toujours les mêmes, parce que le kombucha est aussi une boisson qui convient aux adultes et aux enfants en soi. Hein. Voilà, et c'est pas du tout la destinée de la bière sans alcool, hein, qui doit rester une boisson pour adultes avant tout. Donc je pense que oui, il y a des différences, et en même temps, il y a certainement des profils de clients qui se rejoignent sur ces deux sujets, qui sont peut-être plus des puristes du sans-alcool et qui sont attentifs à des nouveautés, à des produits, à des boissons plutôt bien travaillées. En réfléchissant, j'ai l'impression qu'on a des clients qui nous prennent, comme la bière sans alcool est venue après, il y a des clients qui prennent que le sans alcool, la bière sans alcool. Oui. Et on a des clients qui nous ont dès le début pris kombucha et bière et qui prennent les deux encore. Et puis on a des clients qui prennent que la bière classique. Mais bière sans alcool, kombucha particulièrement, je sais pas s'il y a toujours. Enfin, si on a des clients qui font vraiment que le sans alcool. J'ai l'impression. Et on a surtout beaucoup de clients qui prennent que le kombucha aussi. Oui. Ça, c'est. Oui, ils ne sont pas intéressés par les profils aromatiques de la bière, ils sont vraiment là pour le kombucha. Ouais, c'est-à-dire que sur la bière, on s'adresse à des gens qui aiment la bière, qui vont retrouver en fait ce qu'ils aiment dans la bière. Kombucha, c'est une approche différente. Oui, bien sûr. Voilà, donc on va avoir des clients qui vont aimer les deux, comme on va avoir une clientèle qui va vraiment trouver son plaisir dans le kombucha, mais qui n'est de base pas un adepte de la bière et qui n'aimera pas forcément la bière sans alcool. Le client type, c'est pas le client qui aime les produits fermentés mais non alcoolisés, quoi. C'est plus complexe que ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Sur on a parlé du coup du kombucha dans le domaine du Beyond Beer. Je sais plus, je crois que c'était Julien qui a évoqué tout à l'heure les hop water, les eaux houblonnées, quelque chose qu'on a vu se démocratiser un peu. On en a vu principalement arriver au Royaume-Uni, mais bien sûr quelques brasseries qui en font en France aussi. Je pense que les pionniers là-dessus, ça a été peut-être 90 BPM en France. La Superbe en a fait une il n'y a pas longtemps avec de la clémentine. Pareil, ça peut s'aromatiser un petit peu. C'est un marché qui peut vous intéresser aussi. Vous voyez quelque chose, enfin voilà, en tout cas sur cette eau houblonnée ou sur d'autres produits. En tout cas, non alcoolisés et artisanaux, vous voyez d'autres débouchés derrière? En tout cas, on s'en parle souvent. Ouais, bah ouais. On manque de temps pour vraiment pouvoir s'y pencher sérieusement, mais très clairement, le sujet hop water, c'est un axe qu'on aimerait explorer, découvrir, tester. Mais aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on y soit très clairement engagé, quoi. Voilà. On se questionne sur le sujet. Le hop water particulièrement, j'ai l'impression que c'est comment tu marketes ton produit, en fait. Parce que hop water, ça parle pas. Enfin, je pense que ça parle. Pétillant houblonné. C'est ça, tu vois, il y a la brasserie parallèle qui a fait une houblonnade, tu vois. Oui, ça. Tu vois, le nom est cool, mais comment tu le vends après? Houblonnade, pour moi, on est encore sur un truc, c'est une sorte de limonade houblonnée, quoi. Ouais, mais c'est. Il y a quand même. De mémoire, j'avais goûté celle de brasserie parallèle, t'as quand même pas mal d'ajouts de fruits dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Il y avait peut-être. C'est plutôt goûtu. Ouais, c'était bien. C'est intéressant ce qu'ils font là-dessus. En fait, l'idée serait peut-être de se dire qu'à terme, on peut avoir une offre de boissons artisanales qui viennent compléter, enfin qui puissent
remplacer complètement une offre de boisson traditionnelle d'un CHR, d'avoir la bière alcoolisée craft, la bière sans alcool craft, le kombucha qui est un peu qui peut être l'alternative à un soda et la Hop Water qui vient remplacer ton palais citron, quoi, ton palais rondelle. Exactement. Ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'on d'ici quelques semaines, mois, on aura tout le loisir, j'espère, de pouvoir l'expérimenter à la taproom. Parce qu'en fait, ces produits-là, on peut les faire en tout petit volume pour tester notre recette auprès de nos clients. Donc, j'espère qu'on aura assez de monde pour avoir des retours. Et puis, mais c'est vrai que là, la Hop Water, comme ça, de but en blanc, je me dis, en fait, comment tu la vends, quoi. Moi, j'ai souvenir d'en parler avec un VNB à Angers. Et le responsable, alors je sais plus si c'était cave ou bar, je lui parlais de Hop Water et il voyait pas trop, en fait, comment il allait proposer ça, tu vois. Et sur le papier, lui, il dit, ouais, c'est cool, je goûterais bien, mais... Moi, la manière dont je le conçois, en tout cas, ce type de produit-là, c'est que c'est un produit qui est plutôt un produit bar, mais un produit bar canette. Tu vas pas faire un fût de Water. Non. Mais quand je dis bar, tu vois, ça peut venir justement dans ton offre remplacer un Perrier et que tu peux servir au bar, que tu peux servir en terrasse, dans un café ou un truc comme ça. Mais en effet, c'est après la question du comment tu fais switcher le client habitué à son Perrier à une Hop Water, un produit qui est quand même un peu différent, qui est houblonné, qui a une approche qui vise peut-être la même clientèle avec une approche différente. C'est compliqué à expliquer, en effet. Mais c'est là où tu vois qu'en fonction de tes clients, il y a des clients qui sont animés par le sujet et qui, en fait, le client final, quand je dis ton client, c'est le bar. Hein, et c'est là où le client final, le consommateur, tu vois qu'il est hyper à l'écoute en fait du barman. Et un barman qui veut vendre quelque chose, et sur nos Water, je doute pas que ça soit facile à vendre, à mon avis, de se faire tester. On n'est pas sur t'es pas en train de vendre un spi à 15 € les 3 centilitres, quoi. Donc en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se laisseraient tenter, mais il faut juste quelqu'un qui a envie de le vendre, quoi. Et ça, c'est là où il y a peut-être un manque de connaissance du truc, quoi. Mais, bon, du coup, mais ça donne envie, c'est le genre de sujet qui donne envie d'essayer, quoi. Je me dis, à la taproom, nous, on pourra, ça sera assez facile d'essayer. Bien sûr. En tout cas, si nous, on le vend pas, nous, voilà, faut pas. C'est vrai que la taproom, pour le coup, c'est un très bel outil d'expérimentation, de test auprès d'une clientèle. C'est pas très engageant, comme le dit Antoine, on peut travailler des petits volumes. Tu as du retour direct. Et on est en direct avec le client. Si ta bière, il y a un truc qui va pas, tu testes le produit marche, tu peux tester ta recette avant de le lancer en plus grande échelle. Donc le sujet de la taproom, il est aussi étroitement lié avec la possibilité de pouvoir être en interaction directe avec notre consommateur. Bien sûr. Et de pouvoir être dans cet échange-là. Enfin, ça fait partie du modèle un peu du projet. Et donc, en effet, ça peut permettre d'introduire de nouvelles références et de pouvoir les tester et d'avoir des retours immédiats, quoi. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, on a une image de la taproom qui est comme ça, quoi. J'espère qu'on arrivera à transformer l'essai, quoi. Mais ça donne envie, à une échelle un peu différente, mais je sais que c'est ce que faisait, ou peut-être fait toujours d'ailleurs BBP sur leur bar à Bruxelles. Ils ont 2 ou 3 bars, je crois, à Bruxelles. Et souvent, ils font... Alors surtout maintenant qu'ils ont leur grosse brasserie et encore leur petite brasserie historique dans le centre de Bruxelles, souvent ils font des petits batchs qui dédient uniquement à leur bar. Et si ça marche bien dans les bars, s'il y a des bons retours et compagnie, ils peuvent se permettre de le faire en éphémère à plus gros volume. Plus grande échelle. C'est cool. Donc c'est vrai que c'est chouette. Déjà aussi bien sur leur taproom que sur leur production, eux ils sont sur une échelle supérieure. C'est-à-dire que peut-être leur batch de test, ça sera peut-être votre batch total pour vous. mais sur le fonctionnement, on est un peu dans le même état d'esprit. Et c'est vrai que s'appuyer sur des bars, sur des taprooms, sur le retour direct en fait, du consommateur, c'est... Bah oui, c'est trop bien. Même pour le consommateur, je trouve que c'est cool. En fait, si tu le mets en avant, ils sont impliqués, en fait, ça c'est du test. En fait, demain, on le fera peut-être, on le sortira peut-être en canne si ça vous plaît. Je trouve ça super chouette, quoi. À niveau fidélisation, engagement de la clientèle, c'est top. Ouais, c'est cool. Sur la partie, on va dire, principale de cet épisode qui est le sans alcool, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que moi j'avais préparé. Je sais pas si vous voyez des sujets que j'aurais ratés qui sont à aborder absolument. Un bon tour, j'ai l'impression, moi, mais... Ouais, je pense qu'on a bien balayé. Ouais. Bah ouais. Et donc, pour clôturer un peu cet épisode, la question c'est qu'est-ce que vous attendez de l'avenir pour Penrose? Est-ce qu'il y a des projets dont vous pouvez parler ou en tout cas des ambitions, des envies? Eh ben, nous, si on parle à très court terme, ça va être on vient d'en parler, mais ça va être de finir la taproom. Ouais, c'est ça, de finir et puis de réussir à en faire un lieu qui commercialement et puis auprès des clients soit un succès, quoi. On espère que ça marchera, qu'on arrivera à animer le truc, que les gens seront contents d'y venir et d'y revenir surtout.
C'est de continuer sur les produits, c'est de continuer à développer notre gamme. On a une partie, on a moins parlé des bières alcoolisées, mais globalement on a une partie qui est à peu près stable avec 4-5 références, et puis on fait souvent des nouveautés. Là on sort une cold IPA par exemple. Okay. L'idée c'est de se faire plaisir aussi, quoi. C'est de continuer à sortir des choses. Sur la partie sans alcool, Julien disait tout à l'heure, on a une deuxième recette qui est en test, en réflexion. L'idée, c'est de sortir aussi ça rapidement. Et sur les boissons, on aimerait bien, peut-être pas se cantonner que au kombucha, mais peut-être une ginger beer, ça fait partie des sujets qu'on aimerait bien travailler aussi. Enfin, c'est pas qu'on aimerait bien, on l'a déjà travaillé, mais de sortir assez rapidement. On a un peu loupé la marche pour l'été, là, donc on va essayer de faire ça mieux pour le printemps, mais ça fait partie des sujets, de continuer à développer la gamme de kombucha. Enfin, globalement, oui, on a envie de continuer. Et à plus long terme, alors ça c'est plutôt pour le public angevin et puis pour toi qui est pas très loin, mais globalement on est ici de façon transitoire. L'idée c'est de retourner à quartier de Belle-Baye d'où on vient historiquement, et là on devrait avoir notre projet final où on pourrait mettre en place, au tout début de l'épisode je parlais des différentes activités, la brasserie, la champignonnière et la houblonnière, et là on pourrait y mettre en place la houblonnière, donc c'est vraiment d'avoir ce projet d'ampleur. Donc là on est à horizon peut-être 3-4 ans, je sais pas, 2 ans si tout se passait vraiment très bien. Mais bon, là, en sortant du déménagement, je serais plus chaud pour 4 que 2. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est quand même de finir de développer notre projet et d'arrêter de bouger après, en ayant toujours l'accueil du public, et puis même d'avoir un côté un peu pédagogique sur la présentation des activités, parce que c'est chouette, un lieu. Enfin, nous, on aime bien ce qu'on fait, forcément. On aime bien montrer ce qu'on fait aussi. Et puis, voilà, de pouvoir faire visiter toutes ces activités réunies au même endroit, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, quoi. Donc, trop chouette. Du coup, voilà. Et je peux me permettre de rajouter un tout petit truc. Oui, bien sûr. Comme on a pas mal parlé de la sans-alcool, si ça vous tente de goûter, on a un e-commerce, on la propose, donc faut pas hésiter à commander, on l'expédie en France. Les kombucha, on les fait en click and collect. Le verre, on n'est pas très bon sur l'expédition. On a eu pas mal de ratés, donc on préfère maintenant le faire sur le click and collect. Mais du coup, en expédition, il y a cette bière Pale Ale sans alcool qui est en canette, mais toute la gamme de bières. Et tout le reste de la gamme. Tout le reste de la gamme. C'est juste ce qui est en bouteille verte, du coup, les kombucha qui. Ouais. Le verre, il y en a qui le font mieux que nous, et puis les frais de port sont vite exorbitants, donc ça paraît pas hyper logique en fait, on va dire, d'expédier. Donc faut pas hésiter, ça sera avec grand plaisir qu'on. Voilà, donc sur le e-commerce pour faire découvrir vos produits nationalement, on va dire. Après, sinon, vous êtes surtout distribué en cave sur la région angevine. Ouais, on est nous, notre cible, naïvement au démarrage, on s'était dit on va rester sur Angers, puis la petite couronne, première couronne d'Angers. Bon, au bout de quelques mois, tu te rends compte que va falloir un peu plus. et du coup, on a tracé un cercle globalement autour d'Angers et qui prend les grosses agglomérations, donc Rennes, Nantes, Laval, Le Mans, Tours. C'est vrai que Angers, mine de rien, c'est relativement central par rapport à la France, mais c'est que sur l'ouest. Sur l'ouest, t'as à chaque fois 1h15 de route, une grosse agglomération. Rennes, Nantes, Le Mans, Laval. Tours. C'est ça. Si tu veux un peu plus au sud, à Poitiers. Ouais, c'est ça. Si tu veux aller un peu, exactement, un petit peu plus loin. Mais c'est notre zone. Quelques grosses villes. Et donc, on fait des tournées sur ces villes principales, surtout Rennes, Le Mans et Laval et Nantes, pardon. Et l'idée, c'est de continuer un peu à développer ça, mais c'est aussi de s'accompagner d'un petit peu de distribution à une petite échelle. On a des petits volumes, on n'est pas une grosse brasserie, mais c'est de continuer à ratisser un peu sur ce secteur-là, quoi. Quand même majoritairement du coup du direct avec vos clientèles bar cave et un peu de peu de distribution bon complété, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc mais si dans mes auditeurs il y a des gens qui ont des bars ou des caves sur cette région ouest, ils peuvent vous contacter directement. Carrément. Absolument. Ouais, on est chaud. Et la sans alcool, on l'a fait en fût d'ailleurs pour information. Ouais. Alors on revient. Enfin, du coup, on refait que de retourner sur les points dont on a parlé tout à l'heure, mais dans les problématiques liées à la sans alcool, typiquement, stabiliser le produit, c'est un vrai sujet. Le fût, on peut pas le pasteuriser, comme on se doute, parce qu'on va pas mettre un fût, on va pas faire monter un fût en température et tout. Et donc c'est possible pour les bars qui sont un peu équipés de chambres qui au moins froides idéalement ou qui tempèrent vraiment fortement. Sauf si les fûts passent très vite, c'est pas très grave, mais du coup les fûts ils doivent être stockés au froid. Donc mais du coup on a quelques clients bars en fût. Clients puis sur des événements aussi. Qui se développent pas mal aussi. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc faut pas hésiter à nous contacter évidemment. Bien sûr. Avec grand plaisir. Et je pense que moi j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ou est-ce que c'est bon pour vous aussi?
Non, très bien. Non, moi c'est tout bon. En tout cas, on est content de participer à ce podcast parce que c'est intéressant de voir qu'une thématique comme le sans-alcool suscite de l'attention et on est content de pouvoir y participer de manière très claire. Voilà, on va essayer ça fait un épisode, c'est un épisode que je voulais préparer depuis un bon bout de temps quand même. C'est vrai que le sans-alcool, ça se développe beaucoup et on voit quand même souvent des petites initiatives à droite, la brasserie qui doit lancer une bière ici, une bière là. On n'a pas encore, ou en tout cas pas à l'échelle du Royaume-Uni, ce qu'on disait en France, de brasseries qui font 100% de sans-alcool ou en tout cas avec des gammes ultra variées et craft. Mais un jour, je me suis réveillé en me disant, attends, il y a quand même Penrose qui est à 15 km de chez moi. Ils font une bière sans alcool qui est vraiment très cool. Et en plus de ça, il y a du kombucha. Ça va au-delà de la bière sur le sans alcool. Ce serait quand même dommage d'aller chercher ailleurs pour traiter de cet épisode. C'est cool. Donc merci beaucoup de votre participation. C'était vraiment super. Merci à toi de ton invitation. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut. À plus. Merci. Salut.